Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très belle journée. Bienvenue dans le 15e cours de notre formation en trading. Cette formation-là que nous avons décidé de mettre sur pied dans le but d'aider ceux-là qui s'intéressent à cette discipline qui est le trading, mais par manque de moyens financiers, ils n'ont pas la possibilité de se payer une formation de qualité en cette discipline. Donc c'est pour cette raison que nous avons décidé de mettre cette formation gratuitement à disposition de nos différents abonnés. Donc, si vous avez la chance de tomber sur cette formation, commencez par remercier le bon Dieu. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que nous allons partager, vous voyez un peu les vidéos, les prochaines vidéos de cette formation. Donc, chaque fois, on vous rappelle qu'il s'agit là de la même formation que nous mettons à la disposition de nos étudiants. Donc, si vous prenez cette formation au sérieux, je vous assure, les amis, vous pouvez réussir, un peu également sur les marchés financiers. Vous allez pouvoir apprendre un certain nombre de choses qui vont vous permettre, bien évidemment, à naviguer, à explorer de façon sereine sur les différents marchés financiers. Donc, aujourd'hui, on va entamer avec notre 15e cours qui sera sur l'inflation. On va voir l'inflation et comment cette donnée macroéconomique affecte les marchés financiers. Donc pour ceux qui nous suivent, depuis un bon bout de temps, vous savez que à chaque fois qu'on publie cette donnée macroéconomique, nous partageons des articles dessus, nous essayons de les interpréter, d'analyser et de montrer comment est-ce que les marchés financiers réagissent face à ces différentes données. Donc aujourd'hui, bien évidemment, on va voir cela dans cette vidéo. Mais bien évidemment, avant de passer à ce cours, on va revenir grosso modo sur ce qui s'est passé dans le précédent cours, notamment le cours sur les différentes banques centrales. Donc, c'est vrai qu'après le cours sur les différentes banques centrales, on a vu les zones d'offres, les zones de demande et on a vu un cas pratique entre l'utilisation des supports et des résistances associées, un peu au bougie japonais. Donc, toutes ces vidéos-là, vous les avez dans la playlist. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de rentrer sur le dernier cours qu'on a vu sur un plan purement fondamental. Et ce dernier cours était sur les différentes banques centrales et leurs objectifs. On a dit que la banque centrale est généralement la banque des banques. Un peu son objectif principal va être de veiller à la stabilité des prix. Donc, de veiller à ce que l'inflation ne progresse pas fortement, un peu. Et on a également noté que l'inflation, que les différentes banques centrales, que ce soit en zone euro, un peu aux États-Unis avec la Réserve fédérale, au Royaume-Uni, un peu au Japon, ces banques centrales vont généralement viser cet objectif de 2%, cet objectif d'inflation de 2%, un peu. On a également dit que lorsque l'inflation va fortement exploser, un peu, la banque centrale va être celle-là, cette institution qui va être appelée, un peu, à réguler cette inflation, notamment en augmentant son taux d'intérêt, un peu, donc en augmentant son taux d'intérêt dans le but de ralentir la croissance économique, un peu, et ce ralentissement de la croissance économique va généralement être accompagné par une certaine baisse de l'inflation. Donc on a mis également une courbe qui montrait bien évidemment l'évolution de l'inflation vis-à-vis de l'évolution des taux d'intérêt. On a vu que l'inflation baissait généralement avec les taux d'intérêt de la Banque centrale et qu'elle augmentait généralement avec ces taux d'intérêt. Donc lorsque l'inflation augmente fortement, la Banque centrale se trouve dans l'obligation d'augmenter son taux d'intérêt dans le but de ralentir la croissance économique. Donc on a également vu le rôle de la banque des banques centrales, ce rôle de stimulateur d'économie. Donc en cas de récession, en cas de crise, elles vont généralement stimuler l'économie, notamment en rabaissant les taux d'intérêt, en injectant la liquidité dans l'économie, un peu. Et on a dit que cette stimulation d'économie peut généralement créer, une forte croissance économique qui est également à son tour accompagnée généralement par une certaine inflation. Donc on a vu tout cela dans le cours sur les différentes banques centrales et
leurs différents objectifs. Ouais, un peu. Donc, on va laisser le lien de ce cours à ce niveau. Regardez bien la souris. Vous voyez, on va laisser le lien de ce cours à ce niveau. L'idée, c'est de rentrer, regarder d'abord ce cours avant de passer à celui-ci. Ouais. Donc, les amis, on va switcher très rapidement sur le cours d'aujourd'hui. Donc, en définition, on va dire que l'inflation est une augmentation un peu persistante et générale de la moyenne des prix des biens et services sur les marchés. Ouais. Donc, on va avoir une certaine hausse généralisée, un peu des prix des biens et services, une hausse généralisée et persistante. Donc, lorsqu'on parle de généraliser, il va falloir constater cette hausse pratiquement sur tous les secteurs, le secteur de l'immobilier, le secteur de l'automobile, le secteur de l'énergie, un peu, le secteur du transport, donc tous ces secteurs-là, le secteur du gaz, etc., etc., etc. Donc, on va avoir une certaine augmentation généralisée. Et lorsqu'on parle de persistance, c'est-à-dire sur une période assez importante, donc on va avoir une augmentation là sur 1 mois, sur 2 mois, sur 3 mois, sur 4 mois, sur 5 mois, sur 1 an, un peu. Donc, c'est cette augmentation persistante et générale des prix, un peu, des prix des biens et services qu'on appelle inflation. Donc, elle se traduit notamment par une diminution du pouvoir d'achat. J'ai eu à rajouter cette image-là, vous voyez. Donc, pour avoir ce même pouvoir d'achat, ce même panier, un peu de biens et services, donc vous allez considérer ce panier de biens et services comme tout ce que le ménage a besoin tout au long du mois en termes de consommation, un peu. Donc, on voit que avec le temps, un peu au fil des temps, le ménage en question a dépensé plus d'argent, un peu, pour acquérir ce même panier. Donc, au début, là, on avait quelques pièces qui suffisaient d'avoir ce même panier de biens et services. Par la suite, ces quelques pièces se sont multipliées, un peu. On a besoin de plus de pièces, un peu, ainsi de suite, un peu, pour avoir ce même panier des biens et services. Donc, c'est ce qui traduit cette augmentation, un peu, des prix des biens et services et cette diminution, un peu, du pouvoir d'achat des ménages. Donc, on va switcher directement sur les causes de cette inflation, un peu. Donc, l'inflation peut être causée par plusieurs facteurs économiques, structurels ou sociaux. Parmi les raisons qui peuvent expliquer au moins ou en partie, un peu, une hausse des prix. Donc, les raisons qui peuvent expliquer cette hausse des prix sont notamment la hausse de la demande. Oui, il va y généralement avoir des périodes de croissance économique qui sont accompagnées par la hausse des revenus. Et on a généralement vu en économie que le ménage, lorsqu'un ménage constate une certaine hausse du revenu, il veut également augmenter, vous voyez un peu, son niveau de consommation. C'est pourquoi on observe généralement une certaine hausse de la demande lorsque on a assisté précédemment à une certaine hausse ou un peu une certaine croissance de l'économie. Donc, on a vu ça sur le cours des différentes banques centrales et leurs objectifs. Donc, l'idée, c'est de regarder ce cours d'abord si vous n'avez pas assimilé tout ceci. Oui, un peu. Donc, on a comme principale cause une augmentation de la demande. Donc, si la demande des biens et services augmente plus rapidement que l'offre, vous voyez un peu, les prix vont augmenter. Vous voyez un peu, les prix augmenteront en conséquence. Cela peut se traduire, vous voyez un peu, se produit lorsque la confiance des consommateurs et des entreprises est élevée. Donc, généralement, en période de croissance économique, lorsque les consommateurs et les différents ménages et les entreprises ont une certaine confiance envers l'économie qui est extrêmement élevée. Ils sont convaincus que les choses vont continuer à aller très bien. Un peu. Donc là, ils augmentent leurs dépenses, ce qui fait en sorte que on a une certaine augmentation de la demande et que les entreprises ne peuvent pas couvrir toute cette demande. Un peu. Et ça crée mécaniquement, directement une certaine pression sur les prix. Un peu. Donc, on a également l'augmentation des coûts de production. On va généralement avoir l'augmentation un peu des coûts de production pour les entreprises qui est l'une des principales causes également de l'inflation. Donc, si les entreprises se retrouvent à produire à
dépenser de plus en plus cher, voire un peu pour produire, ils vont bien évidemment répercuter cette hausse de la production sur les prix des biens et services qu'ils émettent sur le marché, voire un peu. Donc, les coûts de production peuvent augmenter en raison de l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre, voire un peu. Donc, il va y avoir des périodes généralement de croissance économique où on va avoir le coût de la main-d'œuvre qui peut augmenter. Et également, il y a des pays, voire un peu, il y a des pays où le coût de la main-d'œuvre est plus important que d'autres pays, voire un peu. Il y a également des périodes où on a des perturbations, voire un peu, sur tout ce qui est exploitation, voire un peu des matières premières, voire un peu. Donc, on a également des périodes où l'énergie ou les taxes augmentent, voire un peu. Donc, on va également avoir des pays qui vont augmenter les taxes. C'est ce qu'on vit actuellement en France avec des impôts qui sont sur le point d'augmenter, voire un peu. Donc, les entreprises qui produisent en France vont payer plus de taxes, voire un peu. Et ils peuvent bien évidemment répercuter cette augmentation-là sur les biens et services qu'ils émettent sur le marché, ou un peu, et c'est le ménage français qui va payer cela, ouais. Donc, on peut avoir l'augmentation des coûts de production qui cause, ou un peu, qui viennent causer cette inflation. On a également la dépréciation de la monnaie, donc la monnaie perd sa valeur au fil des temps, ou un peu, donc c'est la valeur d'une monnaie ou d'un pays diminue par rapport à celle des autres devises, ou un peu les importations deviennent plus chères, ouais. On a vu ces dernières années comment est-ce que le dollar a extrêmement augmenté par rapport au franc CFA. Donc le franc CFA s'est déprécié vis-à-vis du dollar et tout ce que les Africains achetaient aux États-Unis ou un peu pour consommer en Afrique, donc qui coûtait il y a 3 ans ou un peu, le dollar était à 550 francs ou un peu. Donc tous les produits que les Africains achetaient à 1 dollar aux États-Unis pour revenir consommer en Afrique coûtaient 550 francs. Ouais, donc ils avaient juste besoin de convertir 550 francs CFA à ce qui donnait l'équivalent d'1 dollar pour acquérir ce produit ou ce service ou un peu. Mais maintenant, ce même dollar vaut 630 francs, ouais, un peu. Donc aujourd'hui, les Africains vont convertir 630 francs pour acquérir ce même bien ou ce même service qu'ils achetaient aux États-Unis, ouais, un peu. Donc ce qui crée une certaine inflation, ouais. Donc la dépréciation de la monnaie à un certain moment crée cette inflation sur les produits qui sont importés. Et pour nous qui sommes en Afrique, c'est un cas extrêmement flagrant, tout simplement parce que notre économie est orientée à 60 voire 70% vers l'importation. Donc la plupart des produits que nous allons consommer en Afrique seront des produits importés, voire un peu. Et lorsqu'on constate une certaine dépréciation de notre monnaie, voire un peu, on peut assister à un certain moment à une très forte inflation, ouais, et c'est ce que nous vivons actuellement au pays, ouais, un peu. Donc, on a également l'augmentation de la masse monétaire en circulation. Là, c'est généralement la rubrique banque centrale. On a eu à voir dans le cours sur les différentes banques centrales et leurs objectifs, comment est-ce que la banque centrale avait ce pouvoir pour un peu de stimuler la masse monétaire en circulation, ou un peu vis-à-vis de son taux d'intérêt, ou un peu. Donc, lors des périodes, lorsqu'on assiste généralement à des périodes de dépression ou un peu des périodes de récession où l'économie va extrêmement mal, la banque centrale intervient, voit un peu, elle intervient dans le but de stimuler l'économie. Ça peut être en augmentant la masse monétaire, voire un peu en circulation, voire un peu dans le but d'attirer plus d'investisseurs, ou en baissant le taux d'intérêt, ou un peu dans le but d'attirer plus d'investisseurs. Mais le problème est que si cette quantité de monnaie en circulation augmente plus rapidement, voire un peu, donc si cette quantité de monnaie en circulation augmente plus rapidement que la croissance économique, vous voyez, donc si elle augmente plus rapidement que la croissance économique, on risque d'avoir, une certaine hausse des prix, ouais, un peu. Donc si cette quantité de monnaie en circulation, voit un peu augmente plus rapidement que
la croissance économique, on peut avoir une certaine augmentation des prix, ouais, un peu. Donc, il y a également des facteurs externes comme des événements internationaux tels que des guerres, ouais, on a vu comment est-ce que les conflits entre la Russie et l'Ukraine ont affecté énormément les prix des matières premières, voient un peu, et ces prix des matières premières qui sont qui interviennent énormément dans le coût de production des entreprises, voit un peu. On a vu comment est-ce que lorsque les entreprises constatent une certaine hausse des coûts de production, ils répercutent cette hausse-là sur les biens et services qu'ils émettent sur le marché, ou un peu donc des guerres, les sanctions économiques, ou un peu des catastrophes naturelles, les fluctuations des prix des matières premières, bien évidemment, peuvent également entraîner une certaine hausse des prix, ou un peu. Par exemple, la sécheresse qui réduit la production agricole peut entraîner une certaine augmentation des prix des aliments. Oui. Donc, on a également vu avec avec ce qui s'est passé récemment en Côte d'Ivoire avec le cacao, la Côte d'Ivoire qui est le premier ou un peu exportateur de cacao au mondial, un peu, on a remarqué, on a vu comment est-ce que la sécheresse un peu a affecté le cycle de production du cacao en Côte d'Ivoire, et on a vu la répercussion un peu de cela sur le prix du cacao. Le prix du cacao a pratiquement pris plus de 400% en moins d'un an, un peu. Donc, on a des exemples assez palpables tous les jours. Donc, il est important de noter que ces facteurs ne sont pas mutuellement exclusifs, un peu, ils peuvent souvent interagir entre elles, un peu, pour influencer l'inflation. Donc, par exemple, une augmentation des coûts de la production peut être causée par une augmentation des prix des matières premières, un peu. Donc, on a eu à dire cela lorsqu'on a touché les conflits comme des guerres, un peu, qui peuvent influencer le prix, le coût des matières premières. Et on vient également de dire que cette augmentation des coûts de la production peut être causée par une augmentation des prix des matières premières, dû à une pénurie causée par une catastrophe naturelle qui entraîne une augmentation des prix pour les consommateurs, un peu. Donc, j'ai également rajouté ce graphique, un peu, donc ce graphique, une spirale qui représente une spirale de l'inflation. Donc on peut commencer à ce niveau. À ce niveau, on voit les salaires, les salariés obtiennent une hausse des salaires, donc en période de croissance économique, vous voyez, donc en période de croissance économique, les salariés constatent un peu une certaine hausse des salaires. Donc on a eu à dire que lorsque les salariés vont généralement constater une certaine hausse des salaires, ils auront tendance à augmenter également leur niveau de consommation, un peu, donc leurs dépenses. Donc, et cette augmentation de salaire qui va être matérialisée bien évidemment par une diminution des marges des entreprises. Donc, les entreprises payent les salariés sur les marges qu'ils constatent. Donc, lorsque les entreprises se retrouvent à payer à verser plus d'argent aux salariés, ils peuvent constater une certaine baisse des marges. Donc, cela peut causer certaines baisses des marges. Et lorsque les entreprises constatent une certaine baisse des marges, on a eu à dire, ça peut être parce qu'ils ont augmenté les salaires, ou un peu, ça peut être également parce que elles ont eu à constater, une certaine hausse, un peu, du coût des coûts de production, un peu, certaine hausse des coûts de production. Et lorsqu'elles constatent cela, un peu une baisse des marges, ce qu'elles font, c'est qu'elles répercutent cette baisse des marges sur les prix des biens et services qu'elles émettent sur le marché, un peu. Donc, on assiste à une certaine hausse des prix, donc l'inflation, un peu. Et cette inflation, la conséquence directe de cela, un peu, est une baisse du pouvoir d'achat, un peu. Et lorsque les ménages constatent une baisse du pouvoir d'achat, ils demandent aux entreprises, un peu, d'augmenter leur salaire, un peu. Donc, on est dans cette spirale-ci, un peu. Donc, on a
la hausse des salaires ou un peu qui va causer une hausse des prix, et la hausse des prix qui cause une baisse du pouvoir d'achat, et la baisse du pouvoir d'achat qui conduit les différents ménages à demander aux entreprises d'augmenter encore plus des salaires. Ouais, un peu. Donc on est dans cette spirale. Si j'espère que vous l'avez compris et tout. Si c'est pas le cas, posez vos différentes questions en commentaire, les amis. Donc, conséquences de l'inflation, on va switcher sur les conséquences de l'inflation. Ben, l'inflation peut avoir plusieurs conséquences économiques ou un peu et sociales, notamment la diminution du pouvoir d'achat. Donc, on a eu à parler, c'est la première conséquence de l'inflation, diminution du pouvoir d'achat. Donc, lorsque les prix des biens augmentent, ou un peu le prix des biens et services augmente, les consommateurs doivent dépenser plus ou un peu pour le même niveau de consommation, ou un peu. Donc, cela diminue bien évidemment le pouvoir d'achat et leur capacité à acheter des biens et services supplémentaires. Ouais. Donc, la réduction également de l'épargne. Donc, les ménages se retrouvent, vous voyez, peu à puiser à chaque fois dans leur épargne pour couvrir le même niveau de consommation qu'ils avaient précédemment, vous voyez, peu. Donc, ils sont obligés d'épuiser dans leur épargne maintenant à chaque fois. C'est ce qui traduit, vous voyez, un peu, ce qui est traduit, bien évidemment, par une réduction de l'épargne. Donc, lorsque l'inflation est très élevée, les taux d'intérêt également ont tendance à augmenter pour compenser un peu la perte au pouvoir d'achat des épargnants, ce qui peut traduire l'incitation des ménages à épargner et à investir. Un peu. Donc, on a également la redistribution des richesses. Un peu. Dans l'inflation peut affecter différemment les différentes classes, les différentes catégories sociales. Un peu. On a les personnes ayant des actifs tels que des biens immobiliers, des actions ou les obligations qui peuvent bénéficier d'une augmentation de la valeur nominale de ces actifs. Donc, en cas généralement d'inflation, en période d'inflation notamment, on a une certaine hausse ou un peu des biens immobiliers ou un peu des actifs boursiers, des actions, des obligations un peu, qui peuvent bénéficier d'une certaine augmentation. Donc, cette classe-là, cette classe sociale qui détient un peu ces obligations, ces actifs un peu, peuvent constater une certaine appréciation un peu de ces actifs. En revanche, les personnes ayant des revenus fixes tels que les retraités et les salariés, qui, vous voyez, ils n'ont pas d'actifs, un peu, ils vont juste constater une certaine diminution de leur pouvoir d'achat, un peu, donc ils peuvent être affectés négativement en constatant une certaine diminution du pouvoir d'achat. C'est pourquoi en période d'inflation, l'idée c'est de se retourner vers, c'est de détenir des actifs, un peu, c'est de détenir des actifs parce que tout ce qui est liquide ou un peu l'argent liquide que vous détenez perd sa valeur avec le temps. Vous aurez besoin de plus d'argent pour dépenser, un peu, pour acquérir le même panier de biens et services que vous avez l'habitude d'avoir dans le passé. Donc, on a également une augmentation des coûts de la production. Donc, les entreprises peuvent avoir des coûts de production plus élevés. Donc, c'est une conséquence également de l'inflation. Donc, les entreprises peuvent avoir des coûts de production plus élevés. On a vu comment, lorsque les prix des biens et des services devenaient évoluaient très rapidement, on voit un peu, les différents ménages demandaient à leur niveau, à leur tour, une certaine augmentation des salaires, un peu. Et tout ce qui est salaire, prix des matières premières et tout, c'est ce qui va être comptabilisé dans ce qu'on appelle le coût de la production. Un peu. Donc, si on paye plus, on se retrouve à payer, à augmenter les salaires, un peu, on va également constater une certaine hausse du coût de la production. Un peu. Donc, cela peut les amener à augmenter les prix des biens et des services, ou un peu les prix des produits qu'ils produisent, ou un peu ce qui contribue bien évidemment à l'inflation. On a vu cette spirale-là, ou un peu dans l'inflation, cette spirale-là qui montre qu'il est parfois extrêmement compliqué de sortir dans l'inflation parce que les causes généralement vont conduire par la suite à certaines conséquences qui vont également conduire un peu à cette même inflation. Un peu. Donc, on a également une diminution de la compétitivité. Donc, si les prix augmentent plus rapidement dans un pays,
que le pays voisin, les entreprises de ce pays-là vont avoir du mal, vont un peu à écouler le produit sur un plan international, vont un peu. Donc, cela peut réduire les exportations et augmenter les importations, ce qui affecte négativement la balance commerciale. Donc, si vous produisez un même bien et service que le pays voisin et que vous constatez une certaine hausse de votre coût de production par rapport au pays voisin, il est clair que le pays voisin va avoir une certaine facilité à écouler son produit ou son service sur un plan international, tout simplement parce qu'il produit à moindre coût que vous, voyez un peu. Donc, ce qui va bien évidemment affecter la balance commerciale puisque vous allez avoir du mal à vendre à l'extérieur, mais par contre, vous serez toujours en train d'acheter tout ce qui vient de l'extérieur, ouais, un peu. Donc, ce qui conduit à une balance commerciale déficitaire, ouais. Donc, les amis, on a également cette conséquence, une instabilité économique, voire un peu. Donc, les niveaux des prix élevés et stables, voire un peu, peuvent conduire à une incertitude économique qui peut affecter la croissance économique et l'investissement, voire un peu. Donc, l'inflation peut également avoir des conséquences sur la politique monétaire, notamment des décisions futures ou un peu de la Banque centrale. On a vu que la Banque centrale était cette institution-là qui avait vraiment pour rôle ou un peu de veiller à cette stabilité des prix. Donc, c'est son objectif premier, veiller à cette stabilité des prix. Ou un peu. Donc, lorsque l'inflation devient instable, c'est le rôle de la Banque centrale d'intervenir dans le but de réguler cette inflation. Donc, les banques centrales peuvent augmenter rapidement les taux d'intérêt pour lutter contre cette inflation, mais cela peut également ralentir la croissance économique et augmenter le coût de l'emprunt, peut augmenter le coût de l'emprunt pour les entreprises et les ménages. Donc, les amis, on va switcher sur le contrôle de l'inflation et la régulation. Donc ici, là, on va notamment parler du rôle des banques centrales avec leur politique monétaire et également le rôle de l'État avec sa politique budgétaire. Ouais. Donc il existe plusieurs méthodes pour lutter contre l'inflation en utilisant la politique monétaire de la Banque centrale ou un peu la politique budgétaire de l'État ou en réglementant certains niveaux de prix. Ou un peu là, c'est également le rôle de l'État. Donc l'État va généralement intervenir sur certains prix. Ou un peu. Donc les amis, on a la politique monétaire qui est qui appartient un peu à la Banque centrale. Donc la Banque centrale peut augmenter ses taux d'intérêt pour rendre les crédits un peu plus chers et réduire ainsi la demande des prêts et la consommation. Donc on a vu dans le cours notamment sur les banques centrales que lorsque la Banque centrale augmente généralement ses taux d'intérêt, on assiste à une baisse, voire un peu des emprunts, à une baisse de la demande, à une baisse également de l'investissement, donc à une baisse de la consommation. Donc cette stratégie consiste à ralentir l'activité économique à court terme, mais peut également permettre à contribuer à stabiliser les prix. Donc on a également la politique budgétaire, là c'est l'État, donc le gouvernement peut réduire ses dépenses ou augmenter ses impôts. Donc, on a dit l'objectif c'est de ralentir un peu la croissance économique et pour ralentir cette croissance économique, le gouvernement un peu peut réduire ses dépenses un peu ou augmenter ses impôts un peu, donc augmenter ses impôts ou dans le but de réduire un peu la demande globale dans l'économie. Cette approche est également appelée austérité, donc une approche plutôt austère qui se traduit par une baisse des dépenses et également une augmentation des impôts pour les entreprises, donc ce qui va créer une certaine décroissance un peu de l'économie. Peut entraîner une réduction, donc elle peut entraîner une réduction de l'activité économique, mais elle peut également réduire l'inflation. Donc on a également la réglementation de certains prix. Donc
le gouvernement peut fixer un peu certains prix, donc le prix maximum de certains biens et services afin de limiter une hausse de ces prix. Un peu. Donc, cependant, cette approche peut entraîner une pénurie un peu des prix des produits et encourager la création du marché noir un peu. Donc, on a vu, notamment chez nous en Afrique, comment est-ce que le gouvernement intervenait à un certain moment pour limiter le prix un peu maximum de certains biens et services. Un peu. On a vu avec l'électricité, on a vu avec le gaz, un peu. On a vu avec avec tout ce qui est carburant et tout. Un peu. Donc, comment est-ce que le gouvernement à un certain moment a fixé les prix un peu. Donc, on a également les politiques des revenus dont le gouvernement peut également limiter les augmentations des salaires. On a vu comment l'augmentation des salaires était généralement accompagnée par une augmentation des dépenses des ménages et cette augmentation des dépenses des ménages ça a une certaine pression un peu sur les prix un peu puisque les dépenses demandaient plus que ce que les entreprises produisaient un peu. Donc, on voit également que pour réguler cette inflation, l'État peut à un certain moment une augmentation des salaires et les profits des entreprises afin de limiter le coût de production et la stabilité des prix, donc limiter également cette stabilité des prix un peu. Donc cependant, cette stratégie peut entraîner des tensions sociales, bien évidemment des grèves un peu. Donc, imaginez l'État décide d'intervenir dans le secteur privé un peu et de dire que les salariés auront désormais un salaire au maximum à tel niveau où on peut assister à une certaine grève, donc une certaine révolte. Donc, c'est pourquoi on a essayé d'ajouter que cette stratégie peut un peu entraîner une certaine tension sociale. Donc, on a également la dévaluation de la monnaie, un peu. Donc, le gouvernement peut également dévaluer sa monnaie pour la rendre pour rendre les exportations plus compétitives, un peu. Donc, lorsqu'on parle de dévaluation de la monnaie, il s'agit généralement de faire baisser la valeur de la monnaie, un peu. Donc, dans le but de rendre les exportations plus compétitives, un peu. Donc, c'est dans le but, bien évidemment, essayer de produire à moindre coût à l'intérieur et de vendre un peu et de ramener cet argent. Donc, lorsque vous vendez à l'extérieur, vous allez, et que vous ramenez cet argent à l'intérieur du pays, vous allez convertir et constater une nette augmentation, un peu une nette augmentation de cet argent. J'ai pris au début l'exemple sur les produits qu'on achetait généralement aux États-Unis il y a 3 ans à 550 francs le dollar. Aujourd'hui, on les achète à 650 francs un peu. Donc, imaginez plutôt lorsque vous sortez un peu, vous êtes maintenant celui qui produit ces biens et ces services, un peu, vous produisez un bien qui coûte 1 dollar aux États-Unis. Il y a 3 ans, lorsque vous vendez ce produit aux États-Unis à 1 dollar et que vous rentrez avec cet argent en Afrique, au Cameroun, ces 1 dollar là était équivalent à 550 francs, mais aujourd'hui, vous voyez un peu, lorsque vous vendez ce même bien ou service aux États-Unis à 1 dollar, vous rentrez, vous n'avez plus 550 francs, vous avez 650 francs. Donc, vous constatez une certaine appréciation, certaine augmentation, vous voyez un peu sur le même produit que vous avez l'habitude de vendre, ce qui peut rendre les exportations compétitives, vous voyez un peu, donc ce qui peut exciter les niveaux d'importation dans le pays. Donc, cela peut également augmenter le coût des importations. Oui, bien évidemment. Là, lorsque vous vous positionnez en tant qu'importateur, ça va, bien évidemment, vous allez constater une augmentation des prix, des coûts des importations. J'ai pris le cas pour les mêmes produits qu'on avait l'habitude d'acheter aux États-Unis à 550 francs et aujourd'hui, nous l'achetons à 650 francs puisque aujourd'hui le dollar évolue, donc équivaut à 650 francs. Ouais. Donc, pour les importations, vous allez constater certaines augmentations généralement des prix. Ouais, un peu. Donc, on a également
On va switcher sur la publication, on voit un peu la publication des données sur l'inflation, quelque chose qui nous intéresse principalement en bourse, on voit un peu comment est-ce qu'on interprète ces données, on voit un peu quand est-ce que ces données sont généralement publiées et tout. Donc, les données sur l'inflation sont généralement publiées par des institutions statistiques, voire un peu, ou des organismes internationaux comme l'OCDE, ou un peu, ou le FMI, ou un peu. À l'intervalle régulier, ça peut être chaque mois. Donc, les données que nous allons publier, notamment suivre seront publiées chaque mois, ou un peu, notamment les données sur l'IPC global et ses sous-indices, ou un peu l'IPC core. Donc, l'IPC global, c'est l'inflation globale, voire un peu sur tout ce qui est alimentation, énergie, services, transport, voire un peu, etc., voire un peu. On va également suivre les prévisions de l'inflation. Généralement, avant la publication de ces différentes inflations, il y a ces grosses institutions, on a ces entreprises qui vont également publier leurs différentes prévisions. Un peu, donc, ces entreprises vont étudier un peu l'économie en question et tout, et publier leurs différentes prévisions. Elles vont faire un certain nombre d'études avant de publier ces différentes prévisions. Donc, l'idée, c'est également de suivre ces prévisions dans le but de savoir à quoi s'attendre. Donc, on a également les analyses des tendances et les facteurs influençant l'inflation. On a en bourse généralement le cours du pétrole, ou un peu le pétrole qui est la principale matière première de base qui est utilisée dans pratiquement 80% des entreprises du monde. Donc, lorsqu'on généralement constate une certaine hausse du pétrole, du coût du pétrole, on peut s'attendre à ce que cette hausse du coût du pétrole se répercute dans le prix, dans le coût de production. On a vu que lorsque les entreprises à un certain moment constataient une certaine augmentation du coût de production, elles répercutaient cette hausse, bien évidemment, sur les prix des biens et services qu'elles émettent sur le marché web. Donc, on va suivre ces métriques, notamment le coût du pétrole, dans les facteurs qui peuvent influencer le coût des matières premières web. Donc, l'impact de l'inflation sur les actifs financiers, premier, on va prendre en premier les obligations. Donc, le taux d'intérêt, en général, lorsque l'inflation augmente, les banques centrales vont également augmenter les taux d'intérêt dans le but de lutter contre cette inflation, et cela fait baisser la valeur des obligations existantes, car les rendements deviennent moins attractifs par rapport aux nouvelles obligations émises avec des taux plus élevés. Donc, on va généralement assister à une certaine baisse des obligations, du rendement des obligations, qui ont été émises dans le passé, tout simplement au profit des obligations qui viennent d'être émises sur le marché, tout simplement parce que ces obligations ont tenu compte des taux d'intérêt qui sont plus élevés, donc elles ont également proposé un rendement plus élevé par rapport à ce qu'on a constaté dans le passé, Donc, on a également ce rendement réel, qui est réduit, donc l'inflation réduit le rendement réel qui est la différence entre le rendement de l'obligation et le taux et le rendement de l'obligation et le niveau d'inflation. Donc, lorsqu'on parle de rendement réel, il faut faire la soustraction, donc il faut retirer le niveau d'inflation du rendement de votre actif financier. Donc, lorsque vous avez en période d'inflation, donc lorsque le niveau du prix, la hausse des prix est très important, lorsque l'inflation augmente très rapidement, on constate une certaine baisse du rendement réel. Donc, l'inflation réduit le rendement réel des obligations et les investisseurs cherchent donc des actifs qui peuvent offrir cette protection contre l'inflation. Donc, on a également vu comment est-ce que les actions se comportent. Dans ce cas, on a des bénéfices, des entreprises, on a des entreprises, l'impact de l'inflation sur les actions qui dépendent de la capacité des entreprises à passer les coûts accrus aux consommateurs. Donc, ça va également dépendre de la capacité des entreprises à augmenter leur niveau des prix
des biens ou des services qu'elles émettent aux consommateurs, ou un peu, et également le comportement de ces différents consommateurs vis-à-vis de cette augmentation. Ou un peu. Donc, certaines entreprises peuvent bénéficier d'une inflation modérée si elles peuvent bien évidemment augmenter leur prix sans réduire leurs dépenses. Vous voyez, donc les entreprises qui vont être le moins affectées, ou un peu les moins affectées par cette cette inflation vont être celles-là qui vont pouvoir augmenter ou un peu leur prix sans réduire la dépense ou un peu. Donc, on va notamment regarder les actifs que ça soit, quelle qu'en soit la situation économique et tout, la demande va généralement rester importante ou un peu. Donc, on a également le niveau de volatilité qui est extrêmement accru ou un peu, donc l'incertitude liée à l'incertitude économique. Donc, qui augmente le niveau de volatilité des marchés boursiers. Les investisseurs ajustent leurs attentes concernant les bénéfices futurs et les taux d'intérêt. Ouais, et vis-à-vis des matières premières, donc on a essayé de regarder le comportement de tous ces différents actifs un peu en fonction de l'inflation. Un peu. Donc les matières premières sont considérées comme couverture contre l'inflation. Lorsque l'inflation augmente, un peu la demande pour ces prix peut également, pour ces actifs peut également augmenter. Un peu, ce qui entraîne une certaine hausse de ces différents actifs. Donc, le pétrole, le gaz, ou un peu l'or, ou un peu. Donc, on a vu à chaque fois en bourse que lorsque l'inflation augmentait très rapidement, ou un peu, on constatait également une certaine augmentation de ces matières premières, ou un peu. Donc, monnaie, ou un peu, tout ce qui est monnaie. Donc, pour ceux qui vont trader tout ce qui est forex et tout. Donc, en période d'inflation élevée, la valeur réelle de la monnaie diminue. Donc, on a eu à montrer comment est-ce que le pouvoir d'achat, l'une des conséquences directes de l'inflation, était la réduction du pouvoir d'achat. Donc, nous avons eu également un petit économie qui disait que l'inflation, c'est la baisse de la valeur réelle de la monnaie, tout simplement. Un peu parce qu'avec une même quantité de monnaie, vous ne pouvez plus acquérir les mêmes biens et services qu'avec cette même quantité de monnaie, vous aurez pu acquérir dans le passé. Vous voyez un peu. Donc, on a également ce courant de pensée qui dit que l'inflation, l'une des principales causes un peu de l'inflation est la baisse ou un peu de la valeur réelle de la monnaie, un peu, ce qui peut inciter les investisseurs à chercher des actifs tangibles ou ceux qui peuvent conserver, ces actifs qui peuvent conserver leur valeur comme les matières premières, tout ce qui est immobilier ou un peu. Donc, stratégie d'investissement face à l'inflation. Donc, comment est-ce que les investisseurs vont généralement investir face à cette inflation qui ne cesse d'augmenter, etc. Donc, les investisseurs peuvent adopter plusieurs stratégies pour se protéger contre l'inflation, notamment investir dans les actifs réels comme l'immobilier et les matières premières. Donc, on a, ce sont ces classes d'actifs qu'on constate généralement une certaine appréciation, un peu. Donc, en période d'inflation, on assiste généralement une certaine appréciation de l'immobilier ou un peu une certaine appréciation également des matières premières ou un peu. Donc, on a eu à parler de ça un peu plus haut. On a également les obligations indexées à l'inflation. Donc, les obligations qui vont ajuster leur taux ou un peu leur taux en fonction des données de l'inflation ou un peu. Donc, lorsque l'inflation va extrêmement augmenter, ils vont également augmenter leur rendement ou un peu le taux de rémunération ou un peu. Donc, on va beaucoup plus se retourner vers cette classe d'obligations, un peu les obligations indexées à l'inflation. Et lorsque l'inflation va baisser, un peu, elles vont également les entreprises, bien évidemment, qui ont émis ces obligations vont également rabaisser leur taux. Donc, on va également se retourner vers les actions du secteur défensif ou un peu, donc investir dans les entreprises qui ont un pouvoir de fixation des prix ou des entreprises qui sont moins sensibles aux fluctuations économiques. Lorsque on parle des entreprises qui sont moins sensibles aux fluctuations économiques, c'est généralement des entreprises qui vont beaucoup plus
être dans le secteur des supermarchés, ces gens-là qui ne produisent rien mais qui revendent tout simplement, vous voyez un peu. Donc, on va également rechercher les entreprises qui ont un pouvoir, voire un peu des fixations des prix, généralement les entreprises de l'État, ou un peu les entreprises de l'État, ces entreprises qui ont ce pouvoir de fixer un peu les prix. Un peu. Donc en conclusion, les amis, on peut dire que la publication des données de l'inflation un peu joue un rôle crucial dans la prise des décisions économiques et financières. Et il faut noter que l'inflation qu'on va vraiment suivre, qu'on va la donnée l'inflation qu'on va la plus suivre peut être la donnée concernant l'inflation des États-Unis, un peu. Elle est généralement publiée le mercredi ou un peu le mercredi de la deuxième semaine du mois, un peu. Donc le mercredi de la deuxième semaine du mois, on va avoir les données de l'inflation globale, de l'IPC global. Et le dernier vendredi également, le dernier vendredi du mois, on va voir tout ce qui est IPC Core, un peu. Donc cette inflation-là qui exclut tous les produits volatiles, comme le gaz, ou un peu le pétrole, etc., etc. Et c'est cette donnée-là, l'IPC Core, qui est réputée pour être la donnée macroéconomique la plus importante de la Réserve fédérale. Donc, elle va énormément suivre cela, tout simplement parce qu'elle montre qu'elle affecte directement le pouvoir d'achat des ménages, un peu. Donc, l'idée, c'est également de suivre cette donnée. Comme je l'ai dit, elle est publiée. Elle est publiée généralement le dernier vendredi du mois, un peu aux environs de 13h30, ou un peu 13h30. Et l'inflation globale, l'IPC, un peu global, va être publié le mercredi de la deuxième semaine, un peu mercredi de la deuxième semaine du mois, aux environs également de 13h30, 14h30, un peu. Donc, les investisseurs doivent suivre ces données un peu pour ajuster leur portefeuille en fonction des prévisions d'inflation et des politiques monétaires qui en découlent. On a vu que à chaque fois que ces données vont être publiées, la banque les différentes banques centrales vont également ajuster leur politique monétaire, vont également ajuster leur politique monétaire. Et l'idée, c'est d'étudier l'inflation pour essayer de prévoir, ou un peu d'essayer de prévoir les prochaines futures décisions sur un plan monétaire que la banque centrale va pouvoir un peu mettre en place, un peu. Donc une compréhension approfondie bien évidemment des relations entre l'inflation et les actifs financiers peut vous aider à naviguer dans cet environnement économique et complexe. Donc les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez appris plusieurs choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas de nous laisser un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo autour de vous. Vous êtes notre plus grande motivation. Derrière cette chaîne, il n'y a aucun sponsor, donc nous sommes à 100% transparents avec vous. Donc les amis, tout ce que nous vous souhaitons, c'est de passer une très belle journée et surtout, soyez concentrés et responsables en bourse.